Mais tu sais, Ouais. c'est un modèle cyclique, là, au final, là, de quand que... Tu sais, c'est ultra niaiseux quand on y pense, mais tu sais, quand tu as des joueurs qui prospèrent, qui roulent bien leur boss, joueurs-joueuses, ben clairement que ça donne envie à la population d'écouter davantage le tennis, ça donne envie à des parents ou à des jeunes, tu sais, soit d'inscrire leurs jeunes ou aux jeunes de pratiquer le sport. Puis là, il y a une roue là, qui commence à s'installer parce que ces jeunes-là, ben, ils vont avoir des éclosions de joueurs très très talentueux puis de joueuses très très talentueuses. Puis là, c'est souvent de starter la roue là, qui est difficile puis d'arriver à trouver quelques petits joueurs ou joueuses qui vont starter ça. Comment ça va? Ça va, les gars? Ouais, ça va. Grosse semaine ou... Tu dis pas bienvenue? Ben, tu dis bienvenue. Ouais, bienvenue au show. Ok. Grosse T'as- semaine? T'as raison. Je suis bon en intro. Hey, bienvenue au pousseux de balle. Ben, bienvenue au pousseux de balle. Bienvenue à cet épisode qui va être, ma foi, vraiment intéressant. Légendaire, je crois. Ben, ouais. C'est un sujet très inspirant pour moi. Moi, j'ai du poids sur les épaules. Oh! mais non, sérieusement, vraiment intéressant comme sujet aujourd'hui. Avant de commencer, votre semaine, vous autres, les gars, ça s'est bien passé? Bonne semaine, quand même. Ouais, bonne semaine. On a joué au tennis hier ensemble, les trois. On dirait Ça, que c'est toujours ça, nos anecdotes. Ben oui, mais c'est ça que les gens veulent savoir. là. Ouais, c'est tout ce qu'on Ouais. fait. Nous, on parle pour les fans. Oh. Bon, fait qu'on a joué au tennis hier. Ça faisait longtemps qu'on avait joué les trois ensemble, Ouais. quand même. Ouais, Ouais, c'est vrai. On se faisait des petits kings. Ça faisait un petit bout que j'avais pas joué, moi, en fait. C'est plus ça. C'est moi, vrai? Je pense que vous avez été plus actifs. T'étais-tu Ouais. blessé? Non, voyage, spikeball, travail, juxtaposition de plein de trucs qui faisaient en sorte que j'avais pas pris le temps de jouer. Aller dans le bic. Man, Spike Ball, il se part un podcast, il a toutes les qualités d'un gars du HEC, ce gars-là. On dirait qu'il se part une petite business en finance. Il vend de la bouffe vegan, genre. Là, le voit, ça monte, ça monte. Où ma On- poudre? Oh my god, ça devient trash. Sac, On il va- va là. On va Ah pas ouais, couper je ça. Il y a aucune chance qu'on coupe ça, c'est juste trop bon. Il assumera. Euh, C'était le fun, en tout cas, de jouer avec vous au tennis ouais. hier. D'ailleurs, on a fait une petite story sur le compte des pousseux de balle. Ouais. Pour ceux qui ont pris le 24 heures pour le regarder, moi je l'ai Ouais. regardé au moins une couple de fois, mon premier coup droit Ah ouais, hein. hier. Puis Puis, il réussit à se vanter alors qu'il se fait passer. pardon, mais à Ah, part c'est le fait qu'il a poussé avec son revers puis que je l'ai pris à la pire place sur le court, Non, t'as bien joué dans ce point-là pour vrai. non, j'étais lent. C'était juste que. J'étais Ouais. lent pour venir, en tout cas. Ben, je veux J'ai dire, pas, j'ai pas la science infuse pour le tennis. 99 toi, t'es. passing. 99 Ouais. passing. C'est dingue passing. Ça, c'est un surnom qu'on donne à Lennon parce que si c'était un joueur dans un jeu vidéo, il y aurait probablement 60 partout et 99 en passing shot. 99 en passing shot. Abonnez-vous à nos Instagram pour voir plus de passing de Lennon. Ouais, c'est un très bon point. Facebook, on fera pas de story. On va Non. Il y a pas de chance que je Les fasse gens une qui font des stories sur Facebook, je pense que c'est les gars du HEC aussi. C'est quoi t'avais dit de la... Non, bon, peu non, importe. non, regardez. Euh, De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du tennis italien. Oh, drôle de sujet. Peut-être pour ceux qui sont pas au courant, le tennis italien, dans les dernières années, a eu un pic incroyable. Jouit d'une D'une quoi? d'une prospérité grandissante, puis je voulais absolument faire une ouais. phrase. Je voulais absolument faire une phrase qui faisait de moi quelqu'un de l'UQAM. Puis je crois vraiment que ben, en tout cas pour ma part, là, c'est une opinion qui est très rapide, mais je pense vraiment que le tennis italien s'en va dans la bonne direction. Puis je pense qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs italiens qui vont émerger juste parce que ils ont l'air d'avoir un programme très solide. Ouais. Puis on De va joueuses aussi, on espère. de joueuses aussi, qui serait vraiment cool, parce que là, présentement, on en parlait un peu avant le podcast, mais ils ont, je crois, 3 joueuses dans le Ouais, petit c'est ça, sang. je vais Ouais, les mais nommer. rapidement, mais c'est ça, rapidement, pour avant la de forme, rentrer là. dans le vide Mais ouais, allons-y avec un petit topo, Ça Alexis. serait qui, Mr. Topo. joueurs, joueuses Ben, dans les joueuses, c'est pas super reluisant. On va se le dire que l'émergence du tennis italien en ce moment se fait plus au côté de l'ATP. Bien que le tennis italien a eu des grosses joueuses dans le passé, on y reviendra, là, mais dans
un passé plutôt rapproché. En ce moment, bon, c'est pas malade. Là, ils ont 3 joueuses dans le top 100 féminin qui se situent toutes entre 75 et 100. Fait que, on les connaît pas vraiment, à part Marco parce que c'est un crinqué. Je les connais, je pense que c'est rapidement Cocchiaretto, Non, elle est pas là. Paolini. Ouais, Jasmine Paolini, 1 point. Puis l'autre, je donne ma langue à Lennon. Ça doit être la petite fille de Ricardo l'arrivée. Oh, ok. Passons à autre chose. T'as Camilla Giorgi. Ok. Giorgi. Ouais, t'as Jasmine Paolini, puis t'as Martina Trevisan qui sont les 3. Martina Trevisan, c'est genre 98, là. Fait que c'est ça. Mais, cela dit, ce qui est arrivé de malade récemment dans le tennis italien, c'est qu'en avril 2021, là, récemment, au niveau chez les hommes, là, il y a eu 10, pour la première fois dans l'histoire du tennis italien, 10 hommes se sont qualifiés dans le top 100. Ouais, c'est quand même énorme. Un dixième là, pour tout. C'est ça, c'est un dixième du top 100 qui est italien. Ah ouais. C'est énorme, ça me fait penser à l'Espagne des années 2010. Ouais. L'Espagne tout court. Mais les États-Unis, la France aussi, ont eu ce genre de vague-là où ils dominaient. En termes aussi, c'est sûr que c'est des programmes qui sont bien implantés dans ces pays-là en général. T'sais, France, États-Unis, Espagne, il n'y a pas de surprise, mais Italie, c'est comme... ça vient d'où? L'Italie n'a pas gagné de Coupe Davis. Ils ont gagné une fois en 1976. 76. Fait que c'est pas un pays qui est habitué d'être dominant nécessairement. On ne reconnaît pas ce pays-là habituellement pour produire le plus de joueurs. En ce moment, cela dit, tu as Berrettini 9e, Sinner, Sonego, Fognini, Musetti qui est un jeune qui s'en vient avec Sinner aussi. Tu as Mager, Cecchinato, Travaglia, Seppi, Caruso. Bon, ça c'est bottom du top 100. Peut-être des gars qui se rendront pas, mettons, au top 30 nécessairement, mais quand même. Des très bons, très bons, on le dira jamais assez, des très bons joueurs de tennis. Exactement. Fait qu'est-ce qui motive cette arrivée soudaine-là, cette recrudescence du programme de tennis italien? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se parlent qu'en Italie, les anciens joueurs qui disent qu'ils ressentent vraiment cet engouement-là pour le tennis qui s'en vient. Ils se font parler différemment. Ils se font approcher davantage pour parler des Berrettini, des Sinner, des Musetti. Ça va être assez impressionnant. Là. Ces deux-là, le Musetti, Sinner. Là, ouais, je pense que... Puis aller voir jouer aussi. Genre, je sais que là, on rentre un peu dans le vif du sujet, mais... sont excitants à voir jouer. C'est pas du tennis que je considérais Lennon. Non, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. T'es très bon. Merci. Ils se font... ce qui est curieux aussi, c'est que ils ont tous des styles de jeu vraiment différents. Il n'y a pas un prototype là, clair de c'est comme ça qu'on joue. Non, c'est vraiment... Là. Ouais, parce que si tu fais le parallèle avec le tennis canadien dont on avait parlé dans notre premier épisode, pour ceux qui l'ont... écouté. T'as vraiment un prototype au Canada, on dirait. Là. Genre de... C'est un peu ça que tu vas être comme joueur. Là. Gros service, gros coup droit, mettons. Offensif. C'est beaucoup dans l'agression. Là. Ouais. Genre les bibis, les chapeaux. Jouer énormément, c'est ça, sur ses forces. Ouais, exactement. Tandis qu'en Italie, un peu moins. T'as Berrettini qui joue un petit peu comme ça. C'est un troc. Là, ça serre, ça frappe fort. C'est très américain. C'est carré. Très radic. Genre, à rigueur, Opelka, là, qui est un peu de même. Là, juste ground and pound. Berrettini est très nord-américain dans son style de jeu. Là. On dirait qu'il pourrait jouer sur dur toute l'année, puis ça ferait clairement son bonheur. Là, t'as un Sinner qui est plus un joueur complet, qui a la tête froide, là, qui gère bien ses émotions, qui utilise des patterns de jeu réguliers, qui connaît statistiquement où envoyer la balle. C'est un joueur très intelligent et qui a tout en lui. Là, c'est un peu les membres du Big 3, Big 4 à rigueur, là, qui sont des joueurs extrêmement complets. Je trouve qu'il y a cette trempe-là un peu là, de joueurs qui pourraient briller par sa polyvalence. Ouais, puis ce qu'il faut avec Sinner, c'est qu'il ben là, je sais qu'on va en parler, là, mais c'était pas un joueur qui, auparavant dans le junior, contrairement à plusieurs vedettes là, du tennis, lui, dans le junior, c'était pas nécessairement un joueur
prolifique, là, tu sais, comme... Il est arrivé vraiment sur le circuit pro, il a pris son air d'aller, puis là, comme... On dirait que son momentum a juste jamais cessé. En fait, il s'entraînait avec des hommes très jeunes. C'était comme ça sa mentalité, si on veut, là. Puis probablement celle de son équipe puis de son entourage, mais je sais pas si vous avez vu ça un peu, mais il y a pas vraiment de résultats juniors parce qu'il a pas joué beaucoup junior, voire pas du tout. À partir de comme 15-16 ans, il s'entraînait déjà avec des hommes, il participait à des tournois pro quasiment, là, puis il se rendait pas loin, mais c'est comme si ça y a... En tout cas, je pense que ça a marché chez lui, cette démarche-là de tout de suite s'entraîner avec des hommes. Établis, tout à fait, au lieu de faire le parcours. Puis est-ce que je me trompe ou Sinner, lui, il me semble qu'il n'a pas vraiment commencé le tennis. Ben, il a pas pris le tennis sérieusement avant un certain âge. Là, il faisait du ski beaucoup plus. Que tu disais, il me semble que c'est vers les 12 ans, lui, qui a juste vraiment commencé à jouer au tennis. Écoute, je vais de mémoire, là, je sais pas si c'est 12 ans, mais il me semble que c'est dans ces âges-là qu'il a fait je pense que j'ai peut-être plus d'intérêt pour le tennis que pour le ski. Comme puis tu vois pratiquement jamais ça. Un combo weird, hein? Ouais, c'est tellement bizarre. Puis le ski en même temps, en termes de coordination, puis comme pour les pieds, c'est excellent. Là, comme il n'y a pas, il y a pas de secret là, mais comme je vois pas comment soudainement à 12 ans, ce gars-là est devenu la bête de tennis qu'il est à 19 ans. Là, comme... Mais souvent aussi, c'est que on a le prototype fixe de tu nais, puis tu as une raquette dans les mains, là, puis tu vas grandir avec ta raquette, puis là, tu vas turner pro. Un Nadal, là, tu sais. C'est impressionnant de voir quelqu'un, là, surtout en 2021, où est-ce que le tennis est encore plus poussé, puis que les standards de qualité sont encore plus hauts. Voir quelqu'un que c'était peut-être pas son choix premier au départ, que à 12 ans, il était bon, mais c'était pas non plus le prochain... la prochaine vedette du sport, puis de d'arriver à un niveau aussi élevé. Là, ça prouve aussi, c'est un autre débat, là, mais ça prouve que la genre de nouvelle façon de faire dans certains pays, c'est beaucoup axé sur tu fais ton sport sans arrêt, 7 jours semaine. Mais je pense que ça peut être utile si tu es un joueur de tennis de jouer au soccer sur le side dans la saison morte ou whatever. Ça peut pas nuire. Je suis pas prof d'éducation physique ni un spécialiste du développement. Non, je suis pas. Mais je pense que niveau capacité motrice, c'est pour ça qu'au primaire, il y a plein de sports qui sont enseignés pour développer diverses capacités. Puis je pense que c'est ultra positif là, pour un sportif de toucher à tout ça parce que ça fait en sorte que tu développes des trucs que tu développerais pas si, tu te spécialises à un âge très très jeune. Je pense que ça a été prouvé. Ouais, c'est ça. Là. Fait pour vrai, il y a quelque chose là, de faire plein de sports qui est ultra bénéfique. Là. Je pense à un Federer qui en parlait souvent que lui, avant ses 10 ans, il y a pas c'était pas que le tennis. Là. Avant ses 10 ans, c'était soccer, c'était... je vais de mémoire, mais je pense qu'il faisait aussi du ski. Puis je dis ça Suisse, pratiquement juste parce qu'il est suisse, là, mais... Puis il disait à quel point ça a été bénéfique, puis bon, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Fait que, au final... il y a sûrement plein de façons d'y arriver, mais je sais pas si c'est sain vraiment là, à un si jeune âge, des fois, dans certains pays, je pense pas, moi. Des gaulés au tennis sans arrêt. Je pense ça peut être la gymnastique, ça peut être whatever. Je pense que ça a l'air niaiseux, mais il faut quasiment que tu aies le mental à Nadal pour faire ça. Comme, faut quasiment que tu sois un genre de taureau qui n'aime que pratiquer, puis genre perfectionner son art à 110% tout le temps. Faut que tu aies cette personnalité-là. On dirait, sinon, ça va te brûler, j'ai l'impression. Parce que si tu te le fais mettre dans la bouche, clairement, ça va faire des situations un peu à la Benoît Paire où que tu t'écœures littéralement du sport rendu à un niveau haut, parce que depuis que tu as 4 ans, c'est ça que tu te fais lancer, puis c'est juste ça que tu fais au final, tu n'as pas eu la chance de faire autre chose. Ouais, puis quand tu es plus jeune aussi, tu n'as pas la pression de milliers de gens. Ce qui est un peu... même Nadal, là, il fait du golf, il a fait du soccer longtemps. Ouais, je sais, mais... Mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, dans lui, la mettons, mentalité... à 4-5 ans, mettons, il était au court avec son oncle, puis ça s'entraînait, là. Fait que...
Mais c'est ça. C'est que c'est pas tout le monde qui a ce mental-là, évidemment. On en est bien au courant. Puis qu'est-ce mais, qui peut faire en sorte, là, si on revient au tennis italien, là, selon vous, c'est quoi les facteurs de cette émergence-là de plusieurs joueurs de qualité? Est-ce qu'il y en a des facteurs ou c'est peut-être le fruit du hasard aussi? Là, Alex, je pense que tu as une partie de la réponse dans le sens où... Ouais, moi, j'ai fait mes petites recherches. Yes. Merci. Puis, en fait, il y a des articles qui m'ont beaucoup aidé, là, qui en parlaient beaucoup du réseau de tennis italien. Mais pour finir le préambule là, sur l'année et la domination italienne, là, cette année, il y a beaucoup de titres. Il y a genre Berrettini à Belgrade, Sonego à Cagliari, Sinner à Melbourne. Il y a 2 finales de Masters 1000. Sinner a gagné cette année. Est-ce que c'était son premier? Non, il a gagné sur dur intérieur en fin d'année contre Pospisil. À Sofia. Ouais, je pense que c'est ça, oui. En Bulgarie. Merci. Puis 2 finales de Masters 1000 pour des Italiens, ce qu'ils n'avaient jamais vu outre Fognini Monte Carlo 2019. Là, cette année, tu as Sinner à Miami contre Urkach. C'est vrai. Finale weird. Mais j'avais oublié cette finale-là. C'est un peu weird, celle-là. Puis, Berrettini à Madrid. Ouais, contre Zverev. Puis ça, c'était jamais arrivé dans l'ère Open. L'ère Open, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le tennis est devenu le modèle qu'on connaît de nos jours. Là. Avant, les points n'étaient pas répartis de la même façon, les tournois étaient différents. De mémoire, 1968 en montant. Ouais, ça de mémoire. Ouais, je suis pas 100% sûr, mais bon. Fait que depuis ces coins-là. Depuis ce coin-là, t'as juste Fognini qui avait fait ça dans l'ATP, en tout cas. Une finale 2000, tu parles. Une finale 2000. Ouais. Fognini a gagné en plus de ça. Là, t'as Berrettini puis Sinner juste cette année, tu sais, qui se rendent là. Puis le meilleur classement mondial jamais atteint pour un Italien chez les hommes, c'est 4e mondial. Puis, on a comme pour 10 ans, d'après moi, de domination de ces 3 noms-là là, qu'on a nommés, Musetti, Sinner, Berrettini. Attends, c'est 4e mondial? 4e mondial. Moi, ça va... hot take, ça va être brisé. Je pense même pas que c'est un hot take. Là. Je pense que juste avec Sinner, qui est peut-être leur meilleur prospect. Plus complet. Ouais. Je pense qu'il faut que tu y aies au moins qu'un top 3. Ce jeune-là est incroyable. Yannick Sinner, du moins, si là, on parle de notre vision de 2021, mais s'il continue sur l'allée qui est là, ça va être un numéro 1 mondial. Ouais, il faut qu'il soit numéro 1 mondial. Puis je pense que ce gars-là, ce qui est incroyable, c'est qu'il joue comme s'il n'y avait pas d'âge. Ultra. Est-ce qu'il est au courant qu'il a 19 ans? Il va avoir 20 bientôt. Là. Ouais, peut-être que quand ça sort, il y a 20. Là. Ouais, mais comme... On enregistre ça, il y a 19.8. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Plus précisément. Mais au final, au moment, on est pas mal à la mi-saison. Là, on s'est pas mis en contexte beaucoup, mais au moment où on se parle, de 1, c'est une saison incroyable pour lui. De 2, on dirait vraiment qu'il joue comme si ça fait des années qu'il est sur le circuit. Là. Tout à fait. T'sais? Je sais pas si vous voyez la même chose, mais comme il se présente tout le temps. Non, c'est fascinant. Incroyable. Aussi jeune, ça fait longtemps qu'on a vu quelqu'un qui est autant dominant que ça, aussi jeune, parce que le tennis est dominé par les mêmes personnes depuis longtemps, puis c'est très dur de défaire ce mur-là. Là. Puis le fait que Sinner déjà s'immisce parmi les meilleurs du tennis, c'est un signe de quelque chose, selon moi. C'est très, très prometteur, mais je pense aussi qu'il y a d'autres... Il y a peut-être un autre nom dont on n'a pas beaucoup parlé qui fait quand même des vagues cette année dans le tennis italien. Vas-y donc. Musetti. Ouais, ok, ouais. On s'entend? Ouais, mais Musetti a un autre style de jeu complètement différent. Hein. Ouais. Ça, c'est la créativité, c'est le revers à une main, le caractère un peu bouillant italien. Et qu'on aime ça, des revers à une main quand même. Hein? Ah ouais. On n'aille pas ça. Là. Il est-tu beau à regarder jouer? Ouais. Mais... Ben, lui aussi, c'est un 19 plus ans, jeune, mais plus jeune. Il est début 19. Ouais, mettons, exact. Là, 19 points. Arrête avec les points. Arrête. Roland Garros, c'est toute une performance aussi. Roland, il se fait battre par Djoko. Yes. 4e ronde, c'est ça? Par Djoko, quand il avait... il menait 2-7 à 0. Il menait 2-7 à 0, qui avait été chercher, je pense, les 2-7 au prix d'égalité, si je me trompe pas. Ouais, Djokovic a eu de la misère à Roland avec les prix d'égalité pour une raison que j'ignore. Puis après ça, Djoko. Ouais, Djoko le rest is history. Djoko a fait ce que Djoko fait. Je pense que dans l'ATP,
à Roland, c'était comme une des premières fois depuis vraiment longtemps qu'il y avait 3 Italiens en 8e de finale. Ah oui, c'était fou. Là. Il y a plein d'articles qui sont sortis là, Mhm. par des sites associés à Roland-Garros, surtout des journaux français, là, qui comprenaient pas comment que le tennis italien pouvait être aussi prospère Ouais, versus le tennis français en ce ouais moment. c'est un peu le. Ben, tu sais, je pense que pour le tennis français, du moins, qui est une petite parenthèse, c'est juste un creux de vague. Là. Tu sais, je Ben, pense ça que arrive C'est une fin de génération c'est une aussi. fin de génération. Je pense que tu avais des Tsonga, des Monfils, des Gasquet qui faisaient très bien. Sauf que éventuellement, comme étant donné que ces trois-là où le tennis français en général n'a pas eu de top 5 constant ou de top 8 constant dans les 10-15 dernières années. Puis je pense que c'est juste ça qu'ils ont besoin pour avoir un vent de un vent de fraîcheur, un renouveau. Là, Mais tu sais, les Français ont quand même des bons résultats. Herbert Mahut ont quand même gagné Roland-Garros en double. Ouais. Puis c'est une très bonne paire de doubles, cela dit. Ils sont vraiment bons. Ils sont fun à regarder jouer en plus. Mhm. Mais ouais, c'est vrai qu'en simple, masculin, En simple, ouais. T'as raison là-dessus. Ouais, qu'est-ce qui motive ça, cette genre d'émergence-là du réseau de tennis italien, selon vous? Ben, ce que j'aime, c'est que tu me poses la question, mais t'as clairement une partie de la réponse. Ouais, mais je sais pas, on Mais, s'enligne. Mettons, moi, j'aimerais ça mais- parler des modèles de joueurs parce que les dernières générations italiennes, on dirait qu'ils ont un peu forgé, ils ont un peu été des modèles pour les jeunes qui ont genre notre âge, notre génération, mettons, là, les plus jeunes. Ben, Fait que, tu sais, il y a quand même eu des gros résultats italiens, de volet féminin beaucoup, là, tu sais. Ouais, je pense que ça, clairement que ça a joué beaucoup. Je sais que tu vas en parler, là, mais la fameuse finale de Grand Chelem, toute italienne, qui était, je pense, la première dans l'histoire à Il être semble que oui. 100% italienne. Je pense que ça, oui, ça a motivé, clairement, une certaine émergence. Puis je pense aussi que ils ont clairement fait une réforme de leur centre national, tu sais, de comment est-ce qu'ils formaient les joueurs, puis avec qui étaient les modèles, les coachs Ouais. qui aidaient ces joueurs-là à se développer. Mhm. Parce qu'au final, tu sais, c'est le fun d'avoir des coachs de ta nationalité qui coachent à ton centre national, mais c'est pas nécessairement la recette gagnante. On l'a vu au Canada que du moment qu'ils ont amené un Louis Borfiga qui est français, ben lui il a complètement réformé Tout à le fait. centre national. Là, tu sais. Mais tu sais, Ouais. c'est un modèle cyclique là, au final là, de quand que. Tu sais, c'est ultra niaiseux quand on y passe, mais tu sais, quand tu as des joueurs qui prospèrent, qui roulent bien leur boss, joueurs-joueuses, ben clairement que ça donne envie à la population d'écouter davantage le tennis, ça donne envie à des parents ou à des jeunes, tu sais, soit d'inscrire leurs jeunes ou aux jeunes de pratiquer le sport. Puis là, il y a une roue là, qui commence à s'installer parce que ces jeunes-là, ben, ils vont avoir des éclosions de joueurs très très talentueux puis de joueuses très très talentueuses. Puis là, c'est souvent de starter la roue là, qui est difficile puis d'arriver à trouver quelques petits joueurs ou joueuses qui vont starter ça au final. Dans une entrevue avec l'ancien joueur italien Bertolucci, là, un peu obscur comme nom, là, mais lui, il faisait un statement par rapport au tennis italien en disant que enfin les coachs et donc en conséquence les joueurs se sont ouverts sur le monde vraiment. Puis tu parles de coachs d'ailleurs qui viennent en Italie, ben c'est un peu ça. Ils se sont ouverts à aller regarder les autres façons de faire ailleurs, les styles de jeu différents, l'évolution des programmes de tennis ailleurs pour un peu faire une refonte de leur propre programme. Et bon, il y a de la construction aussi de 2 pôles vraiment importants pour l'éducation au tennis qui se sont faits à Pise et à Rome. Pise pour les garçons, Rome pour les filles. Ça, c'est depuis... Ça, c'est les centres nationaux. Genre Ok. de... équivalent de notre stade IGA ici. Ça, Ok. c'est au début des années 2000. Fait qu'on parle exactement de la génération qui, en ce moment... Des Sinner, des Musetti, Qui arrive, exactement. des Berrettini même à la limite là, qui ont joué dans ces centres. C'est ça. Puis hier, on se jasait brièvement de ça en prévision, puis tu me parlais du centre national ici au Canada, puis de ce que tu en pensais. Là. Tu disais qu'il était un peu décentralisé, puis c'est vrai. Là. Tu penses-tu que ça a un impact sur notre programme canadien à nous, le fait que le centre, ça soit, bon, à Montréal, ici, au Parc Jarry, tu as le stade IGA.
j'ai l'impression que le tennis québécois est beaucoup plus en santé que... Ok, dans le sens où, étant donné que c'est à Montréal... Ouais, tu penses que ça a quelque chose à voir? Je pense que... En tout cas, moi, je suis né en 1998, là, puis depuis que je suis le tennis, on dirait que Montréal, en termes de... il y a une certaine frénésie du sport ici, quand même, du tennis, là, à Montréal. Justement, depuis qu'on y habite, on le voit un peu. Je pense que la ville en tant que telle, oui, clairement que ça va aider au développement du sport. Je pense que ce qui est encore plus important, c'est qu'il y a des places comme justement Félix qui vient de l'ancienne Lorette, qui est proche de Québec. Ben, c'est important que ces places-là, il y ait un développement aussi. Que ça soit pas trop centralisé, mettons, à Montréal. Ouais, qu'il y ait quelque chose de civil ou de... Ouais, tu sais, qu'il y ait une culture vraiment là, du tennis qui se bâtisse autant au Québec qu'au Canada. Mais je pense vraiment qu'au Québec, on a déjà une culture qui est un peu plus implantée que dans certaines autres provinces, à mon avis. Là. Moi, la Coupe Rogers, il joue pour beaucoup, selon moi. C'est ça. Puis c'est un gros événement, la Coupe Rogers aussi. Là, fait que... Puis c'est sûr. Puis tu sais, contrairement à l'Italie, l'exemple du Canada, il y a quelque chose de démographique là, qui peut expliquer le pourquoi il y a des provinces que c'est moins développé. Là, l'Italie, tu fais, je sais pas, j'ai pas de données, là, mais 3-4 heures de char puis t'as passé au travail de l'Italie. Ouais, c'est géographique. Là. Genre le territoire en tant c'est que plus tel géographique, est pas super aidant là, pour personne. Versus que le Canada, jamais un Félix jeune ou peu importe le jeune en ce moment de 12 ans va pouvoir affronter le meilleur de la West Coast parce que Colin, c'est compliqué. Il va à l'école puis il y a 12 heures de vol à faire. Exact. Tandis qu'en Italie, genre années 90 puis même 2000, ils se sont vraiment relâchés niveau tournoi. Et là, c'est comme s'ils repartent en ce moment. Ils ont une vingtaine de tournois Challenger en sol italien. C'est énorme, ça. C'est beaucoup, là, sachant qu'aux États-Unis, ils en ont 27, puis le budget est complètement différent. Ouais, la USTA a un budget de je ne sais trop quoi. La USTA qui est l'association de tennis américaine. Juste le fait qu'il y ait 20 tournois Challenger environ, là, je ne sais pas le nombre exact, là, mais c'est que ça aide aux joueurs d'avoir des wildcards, ça aide aux joueurs à ne pas payer cher pour se déplacer. Ouais, explique-nous un peu, mettons, wildcard, en quoi ça consiste. Ouais, dans le fond, c'est des laissez-passer qu'on appelle. Là, c'est quand souvent les tournois qui ont lieu, par exemple, nous, à Montréal, la Coupe Rogers, mais on va laisser des laissez-passer à nos Canadiens, à des gens qui vivent au Canada, par exemple. Là, mais fait que souvent, les Félix très jeunes ont eu des laissez-passer, les chapeaux pour les qualifs, voire pour le tableau principal. Là. Polanski, il fait la Coupe Rogers grâce au laissez-passer qu'on lui donne parce que sinon, il n'y aurait pas le classement requis. Mais c'est un peu pareil en Italie. Les autres ont comme un droit d'influence sur qui va participer. C'est ça. Ouais, c'est vraiment l'organisation. Habituellement, ce serait au Canada, disons, Tennis Canada. Ou en Italie, ça serait peut-être, je sais pas comment ils l'appellent, mais mettons Tennis Italie, qui va se regrouper puis décider, bon, disons, cette personne-là, ce joueur-là ou cette joueuse-là, des très bons résultats dernièrement, très jeune, très prometteur. Go. On va lui donner la chance de se faire valoir, puis au pire, il part. Mais c'est une expérience. Tu as une vingtaine de tournois de Challenger, fait que c'est sûr que Berrettini le disait même dans une entrevue que ça leur a vraiment permis de se développer à un plus jeune âge que si t'es pogné, je sais pas, comme Basilashvili en Georgie ou Bagdatis qui était au Chypriote. Ça a l'air niaiseux, mais même, je prends un exemple qui est quand même bizarre et flagrant. La Serbie n'a pas énormément de tournois. C'est Belgrade. C'est Belgrade, un 250 qui n'est pas une grosse catégorie de tournois en général. Et pourtant, tu as des Kekmanovic, tu as des Djokovic, tu as des Troicki, tu as des... Tu sais, ils ont quand même un Sarevic avant. C'est quoi le partner de Djokovic, la Coupe Davis? Lajovic, c'est vrai, j'ai raison. Jerry, qui sont tous serbes, pourtant tous pratiquement top 50. Tu sais. Ouais, j'avais nommé Nenad Zimonjic. Zimonjic en double, qui est serbe. Ouais.
Très bon joueur. Ouais, mais ça, la Serbie, tu vois, ça c'est genre un... Mais je sais pas, tu sais, eux, on dirait qu'ils ont pas... Ça joue peut-être avec l'ATP aussi, là, tu sais, ça doit être une affaire de... J'irais pas jusqu'à dire des enveloppes brunes, mais comme pratiquement. Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils ont aidé la Serbie à se développer? Ben, dans le sens où, pour avoir plus de tournois, Ah, il y a ouais, clairement un montant qu'il faut que tu mettes au niveau de l'ATP, à mon avis. Ouais, mais c'est aussi un beaucoup plus petit pays, la Serbie. Là. C'est comme en Suisse. Je comprends, mais tu sais, en termes de qualité de joueur... Ben, je tu suis sais, des fois, d'accord, ils ont, mais t'as pas de centre, vraiment. Tu sais, t'as pas de métropole tant que ça. Ben, Belgrade. C'est ça, mais tu vas pas... Il y a déjà un tournoi là. Mais ouais, en tout cas, peu importe. C'est pas tant ça le point. Le point que l'Italie a quand même cette chance-là d'avoir plusieurs tournois pro. Là. Puis c'est ça, moi je serais du pouce sur qu'est-ce que tu disais. Non seulement il y a des tournois Challenger, mais tu sais, il y a Rome qui donne une couverture géniale. Il y a Milan aussi qui laisse la place aux jeunes. Milan, ils ont Turin qui va arriver cette année. Jusqu'en pour 2025. les finals. Puis si je me trompe pas, il y a un autre 250 là, je me l'ai ils ont Cagliari, je pense. Ils ont un drôle de 250. Ouais, c'est Cagliari, je pense. Cagliari, ouais. OK. Fait que tu sais, ils ont quand même beaucoup là, de tournois pro, non seulement chez Challenger Pro, mais aussi pro, qui vont donner une espèce de bonne couverture pour des gros joueurs, puis de donner l'envie aux kids de faire « Hey, je me lance dans ce sport-là. J'ai eu la chance d'avoir Djokovic, j'ai eu la chance d'avoir Serena, jouer là. » C'est un bon point parce que, mettons, je prends un parallèle. On est déjà allé à la Coupe Rogers, puis moi, mettons, quand j'ai commencé à jouer, j'irais, mettons, 2011, quand je suis allé voir la Coupe Rogers, la finale, tu sais, ça te donne vraiment le goût de poursuivre le sport. Parce que tu vois le plus haut niveau de ce sport-là, puis tu te dis, je me rendrai pas là, mais en même temps, à quel point c'est de la qualité, là, tu sais, comme c'est beau, c'est le fun à jouer. L'impact concret que ça a sur le tennis italien, c'est dans les dernières années, ils ont presque triplé leur nombre d'abonnés au club de tennis italien partout en sol italien. Triplé, tu sais. Puis ça, c'est à cause énorme, des ambassadeurs italiens, mais aussi du marketing, là, tu sais. Ils ont plusieurs tournois. Ils sont rendus avec une chaîne télévisée qui diffuse des tournois 24 heures par jour, là, un peu un genre de... Il y a ça pour le hockey aussi, je sais plus exactement c'est quoi le nom. Ouais. Tennis TV un peu italien. C'est ça. Ouais, ça serait un Tennis TV là, qui est un abonnement que tu prends annuel là, qui te procure tous les tournois de l'ATP pratiquement. Mais là, c'est une chaîne gratuite que tout le monde a. Fait que ça à ce qui paraît, ça a vraiment aidé à promouvoir le tennis. Puis c'est comme tout le marketing aussi, c'est comme si tout arrive en même temps. Fait que le résultat est exponentiel, puis ça crée les joueurs qu'on connaît. Puis je pense que c'est pas... puis tu sais, il y a un lien à faire là. Puis, mettons, Berrettini, il a quel âge présentement? J'ai pas ça, mais... pas ça, il doit avoir comme 23, 24? Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire 24. 24, t'aurais tendance à dire. Mais, le point, c'est tout simplement que tu prends Berrettini, tu prends Sinner, tu prends Musetti, t'as au moins un 10-15 ans de tennis italien qui va être dominant. Ah ouais. Genre, à moins qu'il y ait une blessure ou malchance. Malchance, quelque chose. Mais je vois pas comment un de ces trois joueurs-là n'est pas top 20 en 2026, mettons. Ouais, je sais pas. Tu sais... Ouais. Ben non, ils vont l'être avant, mais mettons, je me projette dans 7 ans. Je regarde le classement. Là, ouais, c'est ça. Je regarde le classement, je suis comme fort probablement que Berrettini dans ces eaux-là. Sinner, certain. Musetti, je vois en lui un top 10, clairement. Là. Tu le regardes jouer, versatile. Là, fait que, on n'en connaît pas beaucoup sur lui encore, mais du peu qu'on le voit jouer, il est vraiment en breakthrough en ce moment. Là, fait c'est encourageant. C'est ça, il semble être tellement allumé puis tellement prêt à saisir le moment puis à prendre ses chances. Là, puis il y a de quoi aussi j'ai remarqué en regardant beaucoup les joueurs italiens jouer parce que c'est comme rendu mon petit... Ton petit péché mignon. Mon petit péché mignon parce que à toutes les fois qu'il joue, on dirait qu'il y a de quoi de spécial qui se passe. Genre les Sinner, les Musetti, les Berrettini, on dirait, j'ai remarqué que ces gars-là ont la tête froide, là. Musetti qui prend 2-7-0 contre Djokovic à Roland en 4e ronde, qui est pas une... C'est pas une première ronde, là. C'est une 4e ronde. C'est la première fois que Musetti se rend là.
il a jamais vécu ce moment-là. Il prend un 2-7-0 sur des tie-breaks, qui est pas facile à gagner contre un numéro 1 mondial qui a gagné 18 Grand Chelem. Puis il fait sa bosse, là, 19 même. Ouais. Puis il fait sa bosse sur des tie-breaks. Djokovic, c'est là, ça, c'est ça. Il est bon en tie-break. Là. Ça n'a jamais été une problématique pour lui. Puis Musetti qui se rend là, ok, oui, après, il y a eu un petit problème. Là, Joko est allé aux toilettes. Ouais, Joko est allé aux quand toilettes. Quand il revient des toilettes, généralement. Joko, quand il prend sa pause toilette, il s'en va se shooter. Non, c'est pas je sais pas ce qu'il fait aux toilettes. Mais je sais pas ce qu'il fait, mais pour vrai, à toutes les fois que ce gars-là revient des toilettes, c'est un homme changé et il devient le meilleur joueur de tous les temps, automatiquement. Tsitsipas a dit ça en conférence de presse. Après, il a exactement nommé ça, de dire ben, tu sais, je menais 2-7-0, il est allé aux toilettes, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand il est revenu, c'était un homme différent. Mais je pense que comme je parle, ok, je vais le dire, là, c'est pas les drogues, là, non. Mais c'est un très bon joueur de tennis, Djokovic, mais le fait de briser le rythme, un peu mal vu au tennis, là, pour ceux qui sont pas familiers, disons que c'est un moment important dans le match, là, puis que soudainement tu décides de prendre un temps mort médical ou une pause pipi, là, c'est un peu mal vu, c'est un peu comme casser le rythme de ton adversaire parce que tu tires de l'arrière. Fait que, combien de fois Djokovic a fait ça? Il fait ça un peu trop souvent. Contre Carreno, là, après ça, en conférence de presse, il avait demandé à Carreno Busta que ça t'a-tu fait de quoi le temps mort médical que Djoko a pris quand tu menais? Il a dit non, je savais qu'elle allait en prendre un si je menais. Ils sont rendus joueurs là. le savent. Là. Puis, tu le voyais dans son ton de voix aussi dans cette conférence de presse-là qui était irrité. Là, mais qu'est-ce que tu veux? Il a le droit de faire ça. Puis il a le droit. C'est aussi Djoko, puis après ça, je te laisse parler. Là. Lennon, il y a de quoi. Pas tant en plus, c'est juste... Non, mais on a une bonne discussion. Djokovic, spirituellement aussi, là, il y a quelque chose, là, selon moi. Là. D'après moi, genre, pour lui, ce break-là, c'est se recentrer, faire le point sur lui-même. J'ai l'impression qu'en dedans de lui, il y a comme quelque chose de spirituel qui est très fort puis qui joue sur son mental de façon positive. Mais il est très yoga. Là, mais il reprend l'ascendant, là, vraiment, quand il fait ça. Là, il revient, il est changé. Là. Puis non seulement il est changé, c'est même pas tant qu'il arrive puis il est agressif. Il est juste imbattable. On dirait qu'il est juste là, c'est un mur. Là. Djokovic, c'est un peu comme sa marque de commerce. Là, être un mur que tu peux y envoyer n'importe quoi, puis il va te la ramener. Là, fait que... Mais Lennon, t'avais quelque chose à dire? Non, pas tant en plus. Je pense que c'est juste des petites brèches que j'aurais rajouté. Là, on a dévié sur Djokovic, mais 100%. Ça revenait, Fermons cette parenthèse. De Musetti, justement. C'était envolé lyrique. C'était tellement un bon match. Mais pour revenir sur les modèles, mettons, là, je vais vous donner une couple d'exemples qui potentiellement auraient pu influencer la nouvelle génération. Là. Tu sais, on a... Pourquoi j'ai écrit ça? Mais on a parlé de la finale Pennetta-Vinci au US Open 2015, je crois. C'est comme si tout le monde, à partir de ce moment-là, s'est mis à croire que c'était possible là, pour les Italiens. Un peu la même chose que quand Cecchinato a battu Djoko puis s'est rendu à Roland en 2018. C'était en encore? Demi? Il avait fait la demi. Cecchinato, un gars qui était pas du tout censé se rendre là. Et ça, Berrettini a laissé savoir. Ouais, exact. Ou Gulbis avait fait ça auparavant, Roland aussi. Là, comme... Mais Berrettini a laissé savoir que de voir Cecchinato battre Djokovic à Roland-Garros, se rendre en demi-finale alors qu'il n'est pas supposé, ça y a fait croire vraiment en lui, là, d'avoir un ambassadeur comme ça qui prouve qu'il vient de chez vous. Là, fait que ça se peut. Là. Puis j'aime ça étant donné qu'on est... que ça s'est passé vraiment pas loin d'ici. J'aime ça faire le parallèle avec Chapeau Nadal. Un de mes matchs préférés. Très clairement selon ma fiche. On vient tout juste de publier la fiche. C'est pour ça que... Je sais que là, c'est 3 mois plus tard. Là, mais bon. Tout ça pour dire que de voir un jeune Canadien qui gagne à la maison contre une légende du sport, non seulement une légende du sport, un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire, ça ne peut qu'être tellement inspirant. On dirait qu'après ça, tu n'as plus vraiment de limite pour ton programme, pour les joueurs qui apprennent le jeu, ben
ils se disent, moi aussi, là, Tu sais, au final, je peux faire des ça. là. Shapovalov ou tu sais, là, des Chichinatto, comme qu'on disait, ou tu sais, ça l'a joué contre des Italiens. Tu sais, Sinner, ça a joué contre des Italiens quand il était jeune, tu sais, plus au niveau national qu'au niveau international. Même chose pour Chapeau, là. Fait que là, tu sais, on dirait que tu te rallies derrière lui, puis tu dis, hey, c'est pas moi, là, mais crime, j'ai joué contre lui ou je l'ai vu performer, puis Colin, c'est possible là, que nous-mêmes, on est capable de faire des grandes choses. Là, puis Cecchinato, c'est un 71e mondial à ce moment-là. Chapeau, je sais même pas, il était combien quand Chapeau était pas top. Il était pas top 100 à ce moment-là. Il est fucking jeune à ce moment-là. Il est devenu top 100 à ce moment-là, là, mais... Fait que c'est sûr que ça crée un genre d'esprit de on peut le faire, puis Berrettini répète ça souvent dans l'entrevue que j'ai lue avec lui. Là. Après ça, t'as Schiavone, gagnante Roland-Garros 2010, finaliste en 2011 après, là, fait qu'elle se back quand même. Là. Puis elle, c'était vraiment une outsider. Là. En 2010, En 2010, elle arrivait un peu de elle était nulle part, je sais pas, j'ai pas ça, mais je sais qu'elle arrivait de nulle part, puis genre c'était un nom que j'avais jamais entendu moi. Toujours été forte sur terre. Ouais, c'est... Genre Schiavone à quand elle a un style de jeu qui vraiment... C'est très terre. Ouais. Un des meilleurs services que j'ai vu à ma vie. Mais revers à une main, c'est rare quand même les femmes avec un revers à une main. Là. C'est genre vrai. Henin qui l'a eu, Schiavone... Vinci, justement, l'avait. On dirait que les Italiennes. Vinci en avait un, mais. Je serais curieux de savoir si il y a quelque chose par rapport peut-être. C'est peut-être pas le centre national, là, mais tu sais, dans le développement des joueuses, pourquoi, tu sais, parce que j'avoue que dans le tennis féminin, là, c'est un peu. J'essaie de me dire, qui a un revers à une main, puis même sur pas, le circuit, j'ai de la misère à me faire une tête. Tu sais, il y en a, dans le top 100, il doit en avoir quelques-unes, mais. C'est pas vraiment l'avantage dans le moule du tennis féminin et le mode de jeu du tennis féminin. C'est pas vraiment avantage d'avoir un revers à une main, j'ai l'impression. C'est difficile, j'ai l'impression que les balles ont plus de. J'ai souvent le feeling que sur le circuit féminin, les balles ont beaucoup plus d'effets et de top spin. D'auteur. Et d'auteur. Aussi, puis un revers à une main, une fois que c'est haut. Ouais, puis ton revers de main, là, quand il est haut, là, c'est drôlement difficile à jouer. Là. Puis, il y a que les meilleurs qui peuvent le jouer à la perfection. Puis même, tu prends des exemples flagrants sur le circuit masculin, un petit passe, un chapeau, un team, des fois, ils en font des erreurs là qui ont de la misère. Puis, tu sais, le tennis féminin, je pense que c'est aussi tellement un jeu de placement de balles, d'être en mesure de faire bouger l'adversaire, puis tout. Puis, le revers à deux mains t'apporte clairement plus de contrôle à ce niveau-là pour effectuer ce genre de frappe-là versus un revers à une main qui va peut-être être plus appuyé, plus puissant, mais moins contrôlable. Bien dit. Puis ça revient à, tu sais, c'est des modèles qui, encore une fois, sont plaisants à regarder jouer, plaisantes en l'occurrence, parce que c'est souvent des styles de jeu assez cool, puis tu sais, des Musetti, c'est comme un peu crafty, puis c'est le fun à regarder jouer. C'est pas orthodoxe non plus. Exact. C'est un gros parallèle, là, mais j'ai l'impression que qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le tennis italien, au niveau de la population, de comment que ça se développe, ça développe un peu le même genre d'engouement que nous, les Canadiens, on a pour le hockey depuis des années. Là, c'est quelque chose de viscéral, j'ai l'impression qu'il est en train de s'installer. Puis il y a quelque chose qui va se renouveler là-dedans. Puis je serais pas surpris là, dans 4-5 ans qu'on ait des conversations puis qu'on se dise hey, le nouveau ou la nouvelle italienne va dominer le circuit. Puis à partir de ce moment-là, quand la machine est bien huilée, là, comme ouais, je ça va y aller au toast. Je pense vraiment qu'ils ont présentement, ils ont vraiment la chance justement d'avoir trois joueurs masculins qui sont très qui sont proéminents sur le circuit, mais même plus là. Ouais, puis même plus, si tu veux étendre jusque dans le de 50 à 100 disons là, puis même Sonego, Fonini, Sonego là, c'est étonnant comme ça joue du très bon tennis, Sonego aussi, puis Fonini est pas parti encore, je veux dire. Oui, là, ses résultats en 2021 sont très moyens, mais au final, c'est un très, très bon joueur encore. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention avec ça parce que souvent, des pays comme ça, ils vont avoir une vague de quelques bons joueurs, puis après, peut-être un petit creux de vague, parce que c'est peut-être juste pas assez implanté. Faut pas aller trop vite. C'est ça, puis
On dirait qu'avec l'Italie, j'ai pas nécessairement le feeling que ça me donne. J'ai l'impression qu'il va y avoir encore d'autres bons joueurs, mais est-ce qu'il va en pleuvoir des Sinner, des Musetti? Je sais pas. C'est dur à dire, là, mais... On dirait que j'y crois pas. Ben, tu sais, quand je voyais Sinner, j'étais comme, OK, c'est surprenant de voir un joueur de même. Berrettini aussi, des très très bons joueurs. Puis là, quand j'ai vu Musetti, j'ai fait, OK, il y a peut-être de quoi qui se passe clairement en Italie. Mais tu sais, mais... quand tu vois que 10% du top 100 est italien, ça te donne le goût de croire à la pérennité du sport chez eux. Là. C'est quelque chose qu'on parle pas aussi là, souvent, là, mais tu sais, ce talent-là qui est tangible, tu sais, ça va avoir des échos en Coupe Davis, ça va avoir des échos aux Olympiques, ça va être plus grand même que le monde du tennis par moment, là, tu sais, puis ça va avoir envie à toute la population italienne de se relever puis de vouloir. C'est un très bon point, en fait. En compétition internationale, je pense vraiment que c'est un des pays qui, moi, personnellement, me ferait le plus peur tout à fait, ouais, d'affronter. Là. Top 5, puis ils sont en début de carrière. Là, disons, je suis le Canada. Là. J'aime pas affronter l'Italie présentement. Comme surtout, j'ai pas le goût. Là. Surtout aux Jeux Olympiques, c'est niaiseux à dire, mais il y a plein de personnes qui écoutent sûrement pas le podcast, qui sont vraiment pas des adeptes de tennis, mais étant donné que les Olympiques arrivent, probablement des Italiens, ça va écouter des Sinner jouer, ça va écouter des Berrettini, peu importe jouer, puis ça va sûrement avoir envie de faire OK, là, au tennis, là, on est on the spot, puis ça va créer des nouveaux fans, ainsi de suite. Là, ouais, puis tu leur souhaites vraiment qu'aux Olympiques, ça serait fou, là, je sais pas, il y en a 2 sur 3 là, qui font un très bon, cool. Un très très bon parcours. J'espère aussi que le volet féminin va un peu burst out, là, ça serait cool d'en voir plus. En ce moment, on est dans le creux de vague féminin, tandis qu'on était dans le creux de vague masculin dans les années où le... c'est un peu le... Je pense qu'il y a même Sarah Errani avait fait finale à Roland. Je sais pas pourquoi on l'oublie, mais... Finale à Roland en 2012. Ça aussi, c'est super inspirant. Ensuite de ça, une autre chose qui permet peut-être ce genre d'engouement-là pour le tennis ou d'offrir un développement plus durable aux joueurs, c'est le fait que les coachs sont assez fidèles aux joueurs. Je l'ai noté moi aussi. Ouais, t'as remarqué ça aussi? Ouais, j'ai lu des articles. On a sûrement lu quelques articles similaires là, qu'il y a dans le développement du joueur, il y a une relation qui s'installe entre le coach puis le joueur, puis ça va durer dans le temps, tu sais. Donc je pense que c'est quelque chose. Vous pensez que c'est bénéfique? Ben, tu sais, c'est qu'il y a personne qui connaît plus. Je vais te donner des exemples, mais mettons, personne qui connaît plus Sinner que genre Piatti, qui le connaît depuis 12 ans. Ça. Piatti, en plus, cela dit qu'il a coaché genre Djoko, Gasquet. Raonic. Ouais, un petit bout. Au début de sa carrière. Ljubicic aussi, là. Ouais. Fait que, lui, il était avec Sinner depuis qu'il a 12 ans. Berrettini est avec Santo Padre depuis... Ça va faire 10 ans. Hein, c'est ça, ouais. C'est vraiment long comme c'est malade, là. Musetti aussi, ça fait... J'ai pas le nom du coach, mais ça fait 7-8 ans qu'il est avec... Je sais pas si tu l'as. Plus, là. Il est avec Simone Tartarini. On parle peut-être pas du même coach, là, mais lui, il suit Musetti depuis qu'il est dans son club, genre, qui avait 7 ans, là. C'est ridicule. C'est incroyable. Puis ça me fait penser un peu... Bon, ben, premièrement, pourquoi c'est bénéfique, là, vite, c'est que tu bâtis une relation, puis je pense que la durabilité niveau coaching, ça apporte une certaine maturité aux joueurs, puis ça apporte une communication plus saine entre les deux parties, là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ben, je suis d'accord pour la communication, c'est sûr que il y a rien de mieux que de connaître la personne avec qui tu travail, en parenthèse, surtout au tennis, c'est que c'est un sport individuel. On le dit jamais assez, mais comme étant donné que c'est individuel, si tu connais mal le joueur ou si t'as pas l'information nécessaire pour savoir comment lui communiquer ce que tu veux lui communiquer, ben, je pense que c'est là qu'il peut avoir un problème puis qu'il va avoir peut-être un manque de compréhension entre les deux parties. Puis je pense que c'est ce que tu veux éviter au plus haut point quand t'es joueur de tennis. Là. Puis surtout que, tu sais, là, on parle de Berrettini 10 ans, Musetti très très longtemps, Sinner 7 ans, t'as dit environ?
Avec Ouais, Piatti, ça 12 fait ans. 12 ans. ça Il y fait avait très 12 ans, longtemps. excuse. Il y avait 12 ans, fait que 7 ans en ce Ouais, moment. quand il a vraiment T'sais, commencé. Là. J'ai l'impression que plus tard, quand tu es rendu dans le circuit de l'ATP, la WTA, tu peux te permettre de changer de coach si tu veux pousser un peu plus loin. Mais quand tu te développes dans l'adolescence, dans la jeunesse, c'est là que tu t'apprends les acquis de tes coups, tu t'apprends la confiance. Fait que c'est vraiment, je pense, bénéfique d'avoir un coach qui est là pendant toute cette période-là parce que tu n'es pas tant dans la... Oui, tu es dans la perfection, mais tu n'es pas tant d'en pousser plus loin, tu es plus dans apprendre une régularité, des techniques, puis à devenir un meilleur joueur de tennis que dans juste pousser la petite step de plus. Là. Je sais pas si j'ai un... Je sais pas si t'as de l'air un peu réticent ben, face à c'est ça, que moi, on dirait, je me dis, rendu à un certain point dans ta carrière, c'est le fun d'avoir d'autres opinions sur ton style de jeu, puis comment tu pourrais te perfectionner, comment tu fais pour gagner des gros matchs, comment tu fais pour vraiment avoir une mentalité, un esprit gagnant, même quand tu joues contre Nadal, même quand tu joues contre Federer, même quand tu joues contre Djokovic. T'sais. Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste de dire, au final, quand tu fais un changement de coach, une fois rendu majeur, bien établi dans le circuit de l'ATP, ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. Mais dans la période de la fin du primaire, adolescence, il y a quelque chose de vraiment hot de conserver le même coach parce que qu'est-ce que le coach va travailler, c'est vraiment différent que qu'est-ce que le coach va travailler une fois rendu top 20, puis que là, qu'est-ce que tu veux faire, c'est pousser top 10, top 5. Là, parce que tu sais, quand t'es top 20, tes shots, là, t'es là. C'est pas... Faut se rappeler que les trois dont on parle, là, Berrettini, Sinner, Musetti, ça sort des juniors, là, mettons, ça sort de l'adolescence, mettons, là, Berrettini un peu moins. Puis tu sais, combien de joueurs et de joueuses ont leurs parents comme coach très longtemps, toute leur adolescence. Parfois, ils les suivent encore aujourd'hui, là, par genre Shapovalov, mettons, avec sa mère. Petit passe avec puis, son ouais, exact. Puis souvent viennent se greffer à ça un genre de Mikhail Yuzny pour Shapovalov qui vient à son tour perfectionner, tu sais. Chapo, il a sûrement la relation de confiance avec sa mère, la communication, mais il y a sûrement aussi l'œil extérieur de Yuzny qui est venu y apporter un second level. Je pense que c'est une bonne formule. Je pense que Chapo, justement, en 2020, a un peu prouvé que c'était une bonne formule. Il y a eu tellement de bonnes années 2020 que ce serait difficile de dire que Yuzny n'a pas aidé. Là, parce que Yuzny a clairement aidé. Ce qu'on dit, ça écarte pas nécessairement la possibilité qu'un autre coach vienne se greffer à eux, même s'ils ont des coachs qui ont une longévité incroyable, là, que ça fait full longtemps qu'ils les connaissent. Il peut éventuellement, peut-être qu'ils vont se séparer, peut-être pas, mais peut-être aussi qu'il y a d'autres coachs qui vont venir se greffer à l'équipe aussi. Là. Puis je me dis, tu sais, le tennis, c'est tellement un sport où est-ce que la confiance, où est-ce que tu es rendu dans ton parcours, ton état d'esprit, c'est important, même au niveau pro, ATP, WTA. Imagine au niveau secondaire, là, tu sais, quand tu es à l'école en même temps, genre l'aspect confiance, état d'esprit, ça doit être encore décuplé, là, comment que ça doit jouer sur un match. Oui, le talent, là, mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail qui se passe à l'extérieur du court, puis qu'il y a un coach clairement. Qui dure dans la longévité. Ça peut être au final, le tennis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. Le reste, c'est de la technique, du perfectionnement de certaines shots en particulier, mais ton mental va tellement jouer un gros rôle que... Quand t'es dans le top 20, là, t'es 20e, t'as les capacités pour battre le premier. Là, tout le monde les a. Là. C'est ça. Je veux dire, je sais pas, là, on prend un exemple de quelqu'un qui a pas de mental, Benoît Paire, un peu de difficulté avec ça. Il n'y a rien souvent, Benoît Paire. Benoît Paire, c'est pas... Je suis désolé, Benoît. Viens quand même. Viens nous expliquer pourquoi on a tort, au final. C'est sûr qu'en ce moment, ils se disent on a des accents québécois puis ils trouvent ça drôle. Mais, tu sais, il les a les shots, là. C'est pas vrai qu'il les a pas. Ultra talentueux. Une des meilleures touches de Très bonne touche. On se souviendra de sa volée au Masters de Paris, qui est peut-être la meilleure volée de l'histoire de tous les temps que j'ai vu. Là. Puis ce gars-là, c'est pas ça le problème. C'est juste vraiment que c'est le caractère. Ça n'a jamais été perfectionné. On dirait l'aspect
avoir le vouloir de Sa vaincre. résilience aussi qui est pourrie. Ouais, On va se le dire comme que c'est, là. Ouais. Mais ouais. Puis, pour revenir à la fidélité des membres constitutifs des organisations et des équipes de joueurs là, en Italie, ça me faisait un peu penser au genre de Sylvain Bruno, Martin Laurando qui suivent, surtout côté féminin, là, mais tu sais, Bibi est encore avec Sylvain Bruno, je pense. Non. Ou je fais-tu Il me semble qu'ils sont... un switch? Ou ils sont séparés? Ensemble? Ou s'ils sont plus associés ces dernièrement. Ouais, Il n'y a pas eu quelque chose qui est sorti dernièrement? Là, Ben, je sais qu'en début d'année, ils étaient ensemble parce qu'il y avait une grosse pogné la polémique. Ouais, il a pogné la COVID à l'Australian Open. Mais il me semble qu'ils se sont... ah ouais, en tout cas. qui ont plus les liens. Tout ça pour dire, tu sais, ça c'est 2 exemples de coach au Canada, mais je pense que tu as aussi... les coachs de Félix étaient aussi dans le programme canadien. Guillaume c'est Marx, qui est 100% dans le programme, avec Borfiga, qui sont comme... Je l'ai vu au Stade IGA. C'est vrai? Tu y vas souvent, toi? Ouais, Non, un habitué. Mais ouais, ça me fait beaucoup penser à eux, qui, eux autres, vont même jusqu'à suivre... tu sais, leur but de base à ces gens-là, c'était perfectionner le junior, développer, tu sais, en tant qu'entraîneur. Et là, finalement, ils finissent par suivre les professionnels LLES aussi, là. Puis les Coupes Davis, Billie Jean King, c'est eux autres qui sont là souvent aussi. Ouais, tu sais, c'est du monde qui sont dans le programme Puis depuis... Je pense qu'ils gardent vraiment un œil, tu sais. Marco et moi, on est allé à Coupe Rogers voir Galarno, là, puis on était assis juste devant Martin Laurando. 2 rangées, peut-être? Ouais, de genre 2 rangées, mais il n'y avait personne Ouais, dans les gradins, là, fait qu'on entendait, les seuls. on entendait tout ce qu'il disait. Ouais, ça se jasait du jeu à Galarno, puis... C'était super intéressant, ça. Ouais. Puis un match de qualification à Coupe Rogers, ouais. C'est comme avoir Puis- les commentateurs, mais comme un peu différent. Ouais. Puis tu sais, Galarno, d'insight. il a joué toute son enfance au Centre national. Il faisait partie de la team qui était choisie pour... tu sais, ils ont misé sur Galarno là, pour l'entraîner pendant toute son adolescence. Ils en entre autres. choisissent, je pense... j'aimerais dire, je pense une dizaine. Genre 7 garçons. Ouais, puis comme 7 filles aussi. Probable. Puis c'est ça. Dans le fond, ils les amènent là, ils payent pratiquement leurs dépenses, je crois. Là. Puis ils les amènent à Montréal. Puis... Oui, ils aident, je pense. Ouais, ils les aident avec les dépenses. Puis ils les aident aussi pour ce qui est des tournois à l'extérieur. C'était la famille de Ranich là, qui habitait juste devant le parc Jarry. Là. Ben, je pense que lui habitait avec une famille d'accueil. Ah ouais? Ouais, juste devant le parc Jarry. Il me là, semble. tu sais. Ouais. Ça, il tentait pas de marcher, lui. Non. Ben non, il faisait des services pendant ce temps. Et tout ça pour dire, tu sais, on l'a quand même vu là, alors que Galarno, techniquement, il vole de ses propres ailes. Là, tu sais, il est au college aux États-Unis. Il fait très bien. Il fait très bien. Là, il est terminé, par exemple. Hein, il joue là, il commence les tournois pro, mais tu sais, c'est les coachs qu'il a eu dans son adolescence qui continuent à venir le voir en match. Ça montre une certaine, je sais pas, Fidélité. une fidélité. Puis ça Ouais. montre que les gens care à propos du programme de ton pays. Et je trouve que de ce qu'on parle avec le réseau italien, moi, c'est ça que ça me montre, c'est que tout le monde souhaite la réussite de tout le monde. Les joueurs y compris, ils ont un bel esprit d'équipe, puis chaque résultat de chacun des joueurs, chacune des joueuses, ça motive encore plus les autres à se dépasser, j'ai l'impression. Fait que c'est comme si en ce moment, en Italie, toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne, puis Ouais. on le voit en ce moment, ça se manifeste vraiment. Puis, pour terminer, je pense rapidement, là, est-ce que, selon vous, mettons, on se projette en 2025, est-ce que... J'ai une barbe, je pense. Non. Je me vois, non? Non, j'ai je Pas pas... de barbe. Non, si Ok. on se projette en 2025, tu vas être pareil. Ok. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y a peut-être la même chemise. Mais mettons en 2025, qui de l'équipe italienne, de l'équipe russe et de l'équipe canadienne a, disons, la plus grande chance de remporter la Coupe Davis, selon Ouh. vous, mettons? Grosse là. question. Ouais, c'est une grosse question. Là. J'ai eu de la misère à la terminer. Tellement elle était grosse. Elle était énorme. Avez-vous une réponse? Moi, je peux y aller. Ouais. T'avais de l'air outillé pour y aller. Ben, je peux y aller, mais j'y ai pas songé. là. J'ai juste posé la question.
Je pense que j'irais avec la Russie. OK. Mais rien contre le programme italien parce que c'était vraiment ça le contexte de l'épisode. Mais je pense que la Russie a juste un programme qui est fait pour durer longtemps. Puis qui ont des joueurs vraiment variés qui peuvent. Puis qui ont un 1-2 qui, je pense, va être vraiment fort. Donc un premier joueur en simple puis un deuxième joueur en simple qui, je crois, va être fort pour encore. Puis très fort même pour encore une dizaine d'années. Je dis pas que l'Italie aura pas ça. Je dis pas que le Canada aura pas ça, disons. Mais je pense juste que la Russie, ça me semble juste être plus un safe bet présentement. J'aime pas mouiller. Je suis assez d'accord, ouais, mais je te trouve extrêmement sec. Je suis très sec. Ah, mais c'est mouille vrai pas. que c'est dur. Je me mouille pas. C'est dur en ce moment de parier contre Medvedev puis Rublev. Là, C'est mettons, qu'imaginer là, cette paire-là, on dirait qu'en termes de sachant Coupe que Davis, Coupe Davis, c'est du dur. Tu sais, puis comme- même, tu sais, Ah, pas tout le temps, là, mais... puis si Ben, t'as un très, problème, très souvent, non? Non, ça varie vraiment. Puis surtout en Italie, ça peut vraiment être de la terre, mettons. Là. mais le meilleur troisième joueur dans tous ces pays-là, c'est l'Italie qui l'a, à mon avis, mettons. Si t'as un troisième joueur en simple à aller chercher, je pense qu'ils vont avoir un top 3 plus solide, mais étant donné que la Coupe Davis, c'est un top 2, je m'en tiens à la Russie pour l'instant. Mais il y a du double aussi, là. Genre, la paire Ouais, Rublev-Kachanov, c'est assez fort, là. Ouais, mais c'est s'est ça, pratiqué je te ensemble. dis, là, mais moi, C'est dur de battre c'est contre que les Russes présent- aujourd'hui. présentement, le double, j'ai un peu de la misère à me prononcer dessus parce que Italie, je sais pas, là, s'il va être bon Sinner Je en vois- double dans Mais 5 ans, tu sais, je peut-être. vois beaucoup, mettons, Sinner devenir peut-être le meilleur joueur de tout ça. Là, tu sais, Mhm. être en mesure de battre la tête de série numéro 1 de la Russie. Je pense que ça ferait un bon match contre Medvedev dans C'est ça. 5 ans. Je vois Sinner faire ça, mais j'ai l'impression que Rublev, comme deuxième tête de série, ou si Medvedev et Rublev avaient à s'interchanger, là, peu importe, je vois personne, du moins pour l'instant, du côté italien. Tu sais, c'est pas Berrettini. Qui je est un- pense. ils ont pas un plus gros 2 dans le fond. Ouais, là. c'est ça. Le 2 russe, c'est vraiment. C'est là, je pense, que la game se joue là, dans une Coupe Davis parce que. Shapovalov, lui. Ouais, mais personne parle du Canada. Ouais, c'est ça. Mais Mais Moi, le Canada, c'est que c'est dans. j'ai quasiment le goût de les choisir juste pour juste être pour. patriote. Mais pour Le vrai, patriote. moi, selon moi, Un petit papineau. je pense qu'il y a personne qui bat. 2025, je sais pas, mais ouais, je je pense me- qu'il y a personne je qui me bat promets- Chapeau Pospisil en double. C'est genre une petite bonne paire comparée aux Chapeau deux autres. Pospisil en double, c'est la meilleure paire de doubles dans ces 3 pays-là. Puis tu sais, on a beau parler de Sinner, là. Pospisil est quand même. Ouais, dans 5 ans, il va être là. Est-ce que Sinner... Ouais, je suis en Ouais, train de c'est ça. penser. Pospisil Ben- à 34 ans. Ouais, ok, on sait jamais, Je sais pas. mais reste... Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est... Mettons que Pospisil est encore en forme puis qui est aussi mature. Là, tu sais, on voit un Mahut en ce moment qui se défonce en double puis Puis il y a genre qui 37 est ans. vraiment vieux. là. Ouais. Il est vraiment Ben, vieux. il- Il a 37 Il ans. est pas vraiment Mais, vieux. Le tu Papi sais, Roger pendant Moi, ce je suis pas prêt à dire que Sinner est plus assuré de battre le numéro 1 de chacun des pays comparé à notre double qui affronterait les doubles des autres pays. Là. Ouais, c'est- J'ai quasiment le goût de dire que ça, c'est plus Je vais- un sure shot. Mais je vais l'expliquer rapidement là, pour ceux qui se demandent Explique le Tel- format, ouais. tellement c'est quoi le format. La Coupe Davis, la façon que ça fonctionne, c'est t'as un pays qui se pogne T'as- contre t'as- l'autre. c'est un pays contre un autre au tout début. Pour savoir qui va gagner entre ces deux pays-là, t'as 2 joueurs de 5 de chaque pays qui, eux, vont s'affronter 1 contre 1 puis 1 contre 2. Donc, ton numéro 1 et ton numéro 2. Dans le fond, les 2 joueurs de 5 de chaque bord vont s'affronter. Le Ok? meilleur contre le meilleur. Le Puis deuxième le contre deuxième, le deuxième contre le deuxième, puis après, on interchange. En tout, ça fait 4 matchs. Mhm. Chaque match vaut 1 point dans le score global des pays. Puis, disons que c'est 2-2 à la fin de... ben là, malgré que je sais pas trop comment l'ordre fonctionne maintenant, là, mais disons que c'est 2-2 là, entre ces pays-là, qu'ils ont gagné 2 matchs de simple chaque. Ben à ce moment-là, il va y avoir un match de double qui va déterminer qui l'emporte entre les deux pays. Donc le match de double peut être tout aussi déterminant là, au final. Sauf que, tu sais, faut s'y rendre Ouais. au match. Ben de ouais, double. je suis Faut- pas sûr de comment ça fonctionne exactement. Je sais pas C'est si... qu'il fut un temps, là
ils ont changé un peu la formule. Ok. Mais C'est rendu ça, la formule? ben, À 2-2, c'est le double? je pense pas. Je pense qu'ils ont encore le... En tout cas, Une très bonne question. Vérifier, ouais, vérifier à la ce sera maison, mon revérifié. Dieu. Mais once upon a time, la façon dont ça fonctionnait, c'est que le vendredi, ça se passait sur 3 jours, là, c'était une fin de semaine. Le vendredi, il y avait les 2 premiers matchs de simple. Fait que 1 contre 1, 2 contre 2. Le samedi, il n'y avait que le match de double. Fait que là, on voyait l'équipe qui prenait l'ascendant ou qui revenait tranquillement pas vite. Ou qui gagnait. Ou qui gagnait tout simplement parce que tu Ouais. peux gagner à 3. Là, c'est le premier à avoir 3 points. 3 de 5 points. Ouais. C'est ça, c'est un 3 de 5. Puis le dimanche, ce serait les 2 autres matchs de simple si nécessaire. OK. Fait que. En tout cas, tout ça pour dire, on regarde comment s'est produite la Coupe Davis, Canada contre Russie. On l'a écouté ensemble. Là. On a gagné ça. On a gagné contre la Russie, là, il y a pas longtemps, alors que les joueurs... Je tiens juste il y à avait mentionner Kachanov, là. qu'il n'y avait pas Medvedev. ouais, c'était Kachanov qui était là, mais... Puis Rublev. Puis Rublev, ouais. C'était pas leur équipe parfaite, évidemment, mais c'est assez rare que tout le monde est là en Coupe Davis de toute façon. Puis même nous, au final, je pense qu'on avait Pospisil là, en deuxième 5, qui est très bon. Là, c'est juste... On n'avait pas Félix ni Raonic. Là. Tout ça pour dire qu'on l'a déjà fait, tu sais, puis on se rappelle de la citation de l'arbitre Controlled anger by Kachanov. Ouais, c'est un très bon commentateur. C'était vraiment une bonne Coupe Davis qu'on écoutait ensemble. Puis, dans ouais. un tournoi d'impro dans le Nord. Puis après ça, on s'est pogné contre l'Espagne, je crois, en finale. Ouais, puis là, on méritait vraiment de perdre. Mais ça a quand même prouvé que le Canada, on a nos chances. Moi, je suis pas prêt à dire qu'en 2025, on bat nécessairement l'Italie ou la Russie, mais pour le podcast, je vais le dire. Oh! Hey, Coupe Davis qui vient clore l'année de tennis aussi. Là. C'est vraiment à la fin que ça se passe. Oui, c'est ça. C'est rendu un gros tournoi qu'ils font pendant une semaine. Là, puis ils ont tout reformulé ça. Dans le coin de novembre environ. Là, ouais, début novembre. genre de... En tout cas, tout ça pour dire que les compétitions par équipe vont vraiment être intéressantes à regarder dans les années qui s'en viennent parce qu'il y a beaucoup de joueurs des mêmes générations qui sont à peu près dominants équivalents, qui vont devoir s'affronter pour leur pays. Puis il y a quelques pays qui semblent prendre l'ascendant tranquillement pas vite. Là. Fait que pour ce qui est de la Davis Cup, ça va être vraiment intéressant. C'est sûr que la Billie Jean King Cup, ça va être différent parce que l'Italie est moins dominante, mettons, mais tout aussi intéressant de regarder les pays qui vont s'en sortir dans cette compétition par équipe. Ce que j'aime aussi du côté des femmes, si on peut faire un genre de petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grosse puissance présentement en termes de pays chez les femmes. Tu as beaucoup de pays différents dans le top 10. Je pense même que, à part les États-Unis, tu n'as pas de pays qui se répètent. Ou peut-être que je dis ça. Vite, j'ai le goût de dire que non. Parce que les États-Unis, ça serait Kenin et Williams, qui sont les deux dans le top 10. Mais les États-Unis, historiquement, dominaient pour les dernières années, mais c'est plus ce que c'était. Ce qui était auparavant la Fed Cup, là, mais qui est rendu la Billie Jean. C'est plus ce que c'était, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là aussi. Là. Ouais, parce que chez les femmes, c'est ouvert, ça, là, c'est cette compétition-là. Il y a souvent des pays qui ont un numéro 1 très fort. Ouais. Puis qui ont peut-être pas de numéro 2 au final ou un numéro 2 vraiment moins fort. Fait que ça vient pimenter vraiment les Tu regardes ça duels, du côté canadien, même, là, tout simplement. Là, je fais encore un mini topo, là, mais genre, notre double, très fort. Dabrowski, Fishman, très fort. Après ça, tu as Andreescu qui est une numéro 1 qui est très solide. Puis là, tu as Fernandez qui s'en vient être une numéro 2 qui va être très, très solide aussi. Je pense que comme on a droit à aspirer à une genre de finale ou à une demi. Ouais, ça va vraiment être intéressant de regarder le Canada dans les prochaines années. Ouais, j'ai hâte de voir. Mais, hey les gars, je pense que pour ce qui est du tennis italien, notre épisode aujourd'hui, ça conclut un peu. C'est vraiment un nice épisode, ça. Ouais, c'était cool. On a jasé tout plein d'affaires. Puis, on va rappeler rapidement aux personnes qui nous regardent d'aller nous suivre sur YouTube. Partagez. Abonnez-vous sur YouTube. Likez, mettez un pouce qui est bleu. Sinon, de votre côté aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Likez nos affaires, Facebook, on est tellement actifs. Twitter.
Twitter. Ouais, Twitter, faites-le nom. Si vous avez un Twitter. Pour le gag. Faites-le. Ouais, Juste pour la gang. soyez cette personne-là. Puis sinon, nous, on va vous revoir pour un prochain épisode très Yes. très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.